Alors après que Yana ait, je pense, très justement rappelé à notre mémoire Françoise-Hélène Jourda, il me revient donc d'ouvrir ce symposium et d'introduire à nouveau une femme de caractère, je tiens à le dire, avec Patama Rundragvit, j'ai un peu de mal à prononcer ce nom. Il est exact que le Global Award poursuit son repérage des architectes qui travaillent sur la ville précaire, sur la ville dite informelle. On a cité tout à l'heure Teddy Cruz, Karin Smuts, Alejandro Aravena, et vous vous souvenez de leurs conférences et vous vous souvenez de la diversité des approches de ces architectes de la ville précaire. Il y a en effet beaucoup de façons de traiter ces immenses milieux habités. Pourquoi ? La tabula rasa est une méthode tellement universelle. Pourquoi ? Parce que finalement, je pense qu'aucune de ces villes, de Bombay à Bangkok, où Patama travaille, ne ressemble vraiment à une autre. Et puis-je introduire ce symposium en tordant le cou un peu plus, un quart de tour de plus, à ce concept dont je ne sais plus qui l'a inventé, de ville générique. Franchement, il faut vraiment ne vivre qu'en avion, ne circuler qu'en avion, d'aéroport en aéroport, pour penser que le monde s'uniformise, que la ville générique règne. Car je vous assure qu'à hauteur d'homme, et Patama fait partie des architectes qui travaillent à hauteur d'homme, de profondes différences apparaissent au contraire en ce moment et s'élargissent. Ces villes précaires, nous pouvons dire aujourd'hui que chacune est le théâtre et le rappeler d'une société de survie, certes, mais d'une société qui a une culture, une économie, qui a une histoire, un climat, une gouvernance. Et ces habitants des villes précaires organisent leur habitat selon des schémas, des schèmes, dit-on, selon des typologies, des modes d'habitat, qui souvent sont très ajustés à ce milieu et à ses besoins, et qui forment comme tels une ressource. Il appartient à Patama Rundragvit, comme on a cité tout à l'heure Teddy Cruz, on peut citer aussi les jeunes lauréats équatoriens d'Alborde, il y a 2 ans, Christopher Alexander, qui est quand même leur maître à tous. Elle partage avec eux des méthodes, une considération de ces tissus urbains, de ces milieux habités, des méthodes qu'elle a mises au point, qu'elle va expliquer, d'analyse de leurs carences, mais aussi de leurs ressources, et un travail de projet et de construction mené avec les habitants. Et donc à cette scène globale d'architecture contemporaine, Patama apporte aussi sa part d'innovation, qui est, je trouve personnellement très intéressante. Après des années et des années d'action en ville précaire, principalement en Thaïlande, mais aussi au Cambodge, au Vietnam, Patama et son agence, K Studio, travaillent actuellement, transposent les méthodes qu'ils ont inventées au service des plus défavorisés, figurez-vous, vers les classes moyennes. Ces classes moyennes qui émergent dans les pays du Sud et dont on connaît l'importance pour la démocratie, et qui n'ont pas d'inscription urbaine, qui n'ont pas d'inscription spatiale. Patama a imaginé de transposer les méthodes mises au point dans l'habitat précaire au service de ces classes moyennes pour la conception d'un habitat accessible et approprié. C'est un renversement. C'est un renversement car enfin, pendant tout le dernier siècle, l'innovation était conçue comme une descente du modèle des classes favorisées vers les classes populaires. Et voilà qu'avec Patama, l'innovation remonte de la ville précaire et développe des modèles qui s'adaptent à d'autres segments de la société. Je pense que c'est une innovation très intéressante. Ça interpelle beaucoup le débat architectural et urbain dans les pays du Sud, bien sûr, mais je pense aussi dans les pays occidentaux. Car si les classes moyennes peinent à monter, peinent à accéder à l'espace public dans les villes du Sud, nous savons tous que dans les villes d'Occident, le phénomène inverse se profile. Donc il y a un beau sujet. Il y a un beau sujet qui se prépare en Europe comme en Thaïlande, et la ville sera le lieu. La ville sera le lieu de cette inscription des classes moyennes dans l'espace public et démocratique. Merci. Patama, it's up to you, please. En régie. Is that okay to? Okay. Anyway, I'm not so sure if it's good or not to be the first one.
Je ne sais pas si c'est une très bonne chose d'être la première à intervenir. Mais bonjour à tous et je souhaite remercier les personnes qui ont organisé les Global Awards pour l'architecture durable. Et c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous et de partager mon travail. Je vais me lancer et je suis désolée d'avoir à m'exprimer en anglais. L'anglais est suffisamment difficile à parler pour moi. Je travaille avec les pauvres depuis pas mal de temps et comme vous le voyez sur les photos, sur l'écran, voici les images que l'on voit fréquemment, habituellement dans un bidonville, si vous allez dans un bidonville dans un pays en développement. Et voilà certains des endroits où j'ai travaillé. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ces personnes sont pauvres? Oui, je pense que oui. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est la manière dont je travaille avec les pauvres et on pourra peut-être tout à l'heure réfléchir à la définition de pauvre ou de pauvreté. On pourra peut-être revoir cette définition. Voilà la plus petite habitation, la plus petite maison que j'ai vue de ma vie. Cette maison a battu tous les records. J'ai pris cette photo à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Et au début, j'ai pensé que c'était une chambre, une annexe, une chambre pour un homme ou un habitant de la famille annexée à la maison. Mais non, on m'a dit c'est la maison d'un homme qui a un travail à Phnom Penh. Et cette maison était située sur le toit d'un ancien cinéma à Phnom Penh. Ce n'est plus un cinéma. Et les gens ont envahi le toit, si l'on peut dire, et ont construit leur propre maison. Voici la plus petite maison que j'ai jamais vue. Et ça va à l'encontre des principes qu'on vous enseigne en école d'architecture. Si je proposais cela comme projet de maison à mon professeur, on m'aurait mis une note très en dessous de la moyenne. Mais cette personne s'est logée lui-même en utilisant les matériaux qu'il a pu trouver, tout ce qu'il a pu trouver. Et ça ne lui a rien coûté. Et c'est le genre de choses que je vois tout le temps. Voici un autre exemple de comment la ville change. Et cela affecte les personnes qui vivent dans cet environnement. Il s'agissait d'une maison assez cossue autrefois, mais le système de transport a changé. Cette maison est située le long d'un canal à Bangkok. Autrefois, on utilisait les voies navigables, enfin les canaux comme voies de communication, et maintenant, on utilise les automobiles et on utilise le système routier. Et donc, les canaux sont moins utilisés pour le transport et cela a modifié la ville. Et ce quartier s'est retrouvé assez vide et les pauvres l'ont envahi et ont investi les maisons. Donc, il ne s'agissait pas d'un bidonville au départ, mais c'en est devenu un maintenant. Voici un autre type de bidonville que l'on voit très souvent à travers le monde. Au-dessus, vous voyez un bidonville et en dessous, il y a une route. C'est au cœur de Bangkok. Et chaque fois que je vois cela, je suis ébahie par la manière dont les personnes arrivent à se loger et construire une habitation. Donc, les maisons sont déterminées par la hauteur de l'autoroute. Donc, ce sont des maisons sous l'autoroute et elles peuvent faire de 1 à 3 étages en fonction de la hauteur de l'autoroute. J'ai trouvé ça très impressionnant.
C'est impressionnant la manière dont on peut construire sa propre maison. Alors, certains diront que j'encourage les gens à investir l'espace public, mais les gens doivent travailler, ils ont une fonction dans ces grandes villes telles que Bangkok. En bas, la photo a été prise à Mumbai, en Inde. Les maisons ont été construites sur un chemin, sur la voie publique, en fait, à Mumbai, sur le passage piéton, en fait, sur le trottoir. Ça fait moins de 2 mètres de profondeur. Mais les personnes ont réussi à construire et vivre là. Et ils ont pu brancher l'électricité. Et c'est tout à fait sidérant de voir comment ils ont pu se brancher sur l'électricité. Donc, ils ont, en plus d'avoir construit leur maison, ils ont pu construire, tisser des liens avec le quartier. Voici un autre exemple de bidonville à Bangkok. Il s'agit d'une zone où il y avait un marché extrêmement animé autrefois et la ville a changé et c'est devenu maintenant un quartier de bidonville. Voici un autre exemple. Ça risque de nous faire dévier sur un autre sujet. Mais étant donné que je travaille avec des pauvres depuis très longtemps, ça c'est très intéressant. Avec des contraintes, cela peut susciter de nouvelles idées. Des gens qui vivent dans la contrainte, qu'elle soit financière ou sociale, ces personnes luttent et très souvent, il leur vient des idées étonnantes qui sont en fait gratuites. Cette photo a été prise à Osaka, au Japon, il y a très longtemps. Vous savez qu'il y a eu une première crise économique il y a plus de 10 ans. Et je me suis rendue sur place. Un de mes amis m'a emmené à cet endroit et j'ai été très impressionnée par cette maison. La personne qui était le propriétaire de la maison était surpris de voir tant de personnes qui visitaient sa maison, qui venaient la voir. Cette maison est proche de la gare ferroviaire d'Osaka et les sans-domicile très souvent, les personnes sans domicile, très souvent, vivent dans une remorque ou dans une camionnette. Et cette personne n'avait pas de camionnette, n'avait pas de van dans lequel il pouvait habiter. Et du coup, il l'a construit avec des canettes. Et étant donné qu'il était japonais, il a fait ça de manière extrêmement ordonnée. Et je disais à mon ami que c'était un travail remarquable. Et le propriétaire disait, mais pourquoi est-ce que vous regardez ma maison? C'est une maison de pauvres. Apparemment, les autorités souhaitaient démolir la maison ou la déplacer parce qu'elle avait été construite sur la voie publique ou sur le trottoir et sans permis. Et j'ai dit que si je montrais cela aux personnes avec qui je travaille en Thaïlande, cela pourrait les inspirer. Donc, je leur ai montré cette photo et les personnes à qui j'ai montré ont regardé cette photo, étaient tout à fait enthousiastes. Et j'aurais dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, mais vous savez, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en vendant des canettes et des bouteilles. Ils se disaient qu'ils pourraient vendre les canettes et les bouteilles.
Et donc, j'ai dit à mes amis architectes qu'il valait mieux envisager une autre idée. Certains voyaient cela comme des déchets et quelque chose de pas bon. Et alors, je suis retournée au même endroit quelques temps plus tard et la maison n'était plus là. J'ai demandé à mon ami, qu'est devenue la maison? Il m'a dit, enfin, j'ai posé la question, est-ce que... Est-ce que la municipalité a ordonné la destruction de la maison? Et il m'a dit non, la maison est dans une galerie d'art. Et ah bon? J'étais tout à fait étonnée et le propriétaire est devenu artiste également. Et donc, lorsqu'on travaille dans une communauté, ce que nous voyons, nous, et ce que voient les autres personnes sont différentes. Les gens voient les choses de manière différente. Donc, lorsque vous travaillez avec les gens, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Et c'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas dire ce que c'est. Pour certaines personnes, c'est une maison. Oui, c'est une maison. Pour d'autres, c'est des détritus, c'est des déchets. Et oui, et pour d'autres personnes, c'est une œuvre d'art. Donc, lorsque je travaille avec les gens, je les encourage à penser de la manière des autres, qu'ils essaient de comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne comprendra jamais. Voici un autre exemple, également en Thaïlande. Il s'agit d'une habitation qui est construite sur un canal et il y a un problème parce qu'avec le gouvernement actuel, il souhaite déloger toutes les personnes qui vivent le long du canal. Alors là, il ne s'agit pas réellement d'un bidonville. C'est quelque chose qui a déjà été déplacé et reconstruit dans un nouvel endroit, dans un nouvel emplacement. Donc, afin de comprendre ce que les gens pensent, pour répondre aux questions, parce que ce que j'ai constaté en travaillant avec les gens, c'est que si l'on établit un programme ou si l'on fait quelque chose pour eux, et ça ne fonctionne pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Donc, pour obtenir l'information correcte, pour établir un bon programme, pour dessiner un bon projet d'architecture avec eux, il faut comprendre et il faut recueillir de l'information correcte. Comment obtenir cette information correcte? Eh bien, je travaille avec la population dès le début. Et donc, du début de la collecte d'informations, je travaille toujours avec la population. Et le meilleur moyen, c'est de travailler avec les enfants. Je travaille toujours avec les enfants. Très souvent, lorsque j'arrive dans une communauté de pauvres, les adultes, les grandes personnes ont tendance à hésiter à me parler ou ont du mal à comprendre ce qu'on fait, pourquoi on vient dans cet endroit. Donc, travailler avec les enfants, c'est le meilleur moyen pour commencer le travail. Chaque fois que l'on travaille avec les enfants, les parents viennent vous voir et disent « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vendez de la drogue à mes enfants ou qu'est-ce que vous faites ?» Donc, j'ai constaté que lorsqu'on travaille avec les enfants, on peut obtenir toutes sortes d'informations, pas seulement des renseignements d'ordre physique, on peut obtenir des informations d'ordre social, financier, etc. Toutes sortes d'informations. Par exemple, là, il s'agit du plan d'une communauté, de la carte, et c'est ce que j'ai pu obtenir de meilleur, et ça a été réalisé par les enfants. Donc,
Ces habitations étaient implantées le long de 2 canaux et j'ai demandé aux enfants, donc j'ai dessiné les canaux et j'ai demandé aux enfants de construire leur maison, de les mettre sur le site. Ils ont placé toutes les maisons le long du canal et ils ont également mis en place en position extrêmement précise tous les arbres. Et il ne s'agit pas que de la carte d'une communauté. J'ai pu apprendre beaucoup de choses. Une fois qu'on a terminé de cartographier, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux accès différents. Au départ, je pensais qu'il n'y avait qu'un accès à cette communauté et je me suis rendu compte par la suite qu'il y a d'autres possibilités d'accès. Si on est en retard pour aller à l'école, on passe par ici. Si on rentre de l'école et qu'on ne veut pas rentrer chez soi directement, on passe par un autre chemin. On sait quelles sont les maisons où il y a des problèmes. C'était vraiment très drôle. Et on a pu beaucoup avancer. Voici une autre manière de travailler avec les gens. Là, il s'agit d'un projet de relogement. Les prix dans le centre de Bangkok sont extrêmement élevés. Donc, le terrain qui a été proposé par le gouvernement est tout petit. Ça fait 20 ou 22 acres pour 700 familles, donc c'est tout petit. Et j'ai compris dès le début qu'il était impossible de construire des maisons individuelles. Mais dans les bidonvilles, les gens ont quand même l'habitude d'être dans des habitations individuelles. Ils n'ont pas envie d'être dans un immeuble de grande hauteur. Et donc, on a réalisé une activité pour apprendre ensemble. Je voulais comprendre également pourquoi ils ne souhaitaient pas habiter dans des immeubles à étages. Et je voulais voir également comment on pourrait créer des maisons. Alors là, on est pratiquement au milieu du processus. Les gens ont commencé à comprendre qu'avec une si petite parcelle, il était impossible de construire des maisons séparées pour chacun. Ils ont commencé à comprendre qu'ils seraient obligés d'habiter dans un immeuble avec des appartements. Et ça a été un processus et sans dispute, sans bagarre. Ça a été très amusant. Donc, on a pu comprendre pourquoi eux ne souhaitaient pas habiter en hauteur. En fait, il y a un genre de plan de néo-développement d'une entreprise qui a été recrutée par le gouvernement pour un projet. Et cette société a proposé des immeubles avec appartements. Et ils nous ont soumis leur idée. Et les gens ont commencé à poser des questions auxquelles les architectes ne pouvaient pas répondre. Et j'étais vraiment désolée pour eux, parce que lorsque les gens ont vu les immeubles, les tours, ils ont dit « il faut qu'on emménage là-dedans ». Et l'architecte du projet a dit « oui, vous allez habiter dans un immeuble avec un appartement dans les étages et vous aurez un ascenseur pour monter ». Et elle dit « mais est-ce que je pourrais encore vendre mes poulets ?» Et l'architecte a dit « pardon, comment ?» Et la dame a dit « est-ce que je pourrais encore vendre mon poulet au barbecue ?»
Et elle avait peur que les gens crient au feu parce que les détecteurs de fumée détecteraient la fumée du barbecue, de cuisson du poulet. Donc, il y a eu d'autres questions posées par les gens. Vous savez qu'en Thaïlande, nous sommes essentiellement des bouddhistes et il y a des activités liées au fait d'être bouddhiste. Tous les matins, on offre des aliments aux moines. Il y a de la nourriture pour les moines. Et il y a une vieille femme qui a dit, si je veux donner mon offrande aux moines tous les matins, il faut que lui monte ou que moi je descende. Et j'étais désolée pour l'architecte qui avait à répondre aux questions. Et il était un peu muet, incapable de répondre à la question en disant, eh bien, écoutez, je ne sais pas, peut-être que le moine devra monter ou peut-être que vous aurez à descendre. Donc, voilà le genre de situation que j'ai rencontré dans mon travail. Donc, je pense qu'il est meilleur de travailler avec les gens, parler avec eux, de voir ce qu'ils pensent et voir quels sont les véritables problèmes. J'ai souvent des doctorants qui travaillent avec moi et qui alors, en fait, il y a des étudiants qui arrivent. Il y a des étudiants qui arrivent, des doctorants, en disant mais il y a ça et ça et ça et ça qu'il faut réparer, votre toit est en mauvais état, il faut le changer, etc. Et les enfants disent non. La priorité pour nous, c'est de nourrir nos enfants. Et donc, les étudiants reviennent en disant je ne pense pas qu'ils aient vraiment besoin d'architectes. Et je réponds si, ils ont quand même besoin d'architectes, mais ils ne le savent pas. Et donc, ils ont en fait besoin d'architectes. Donc, faites-le et vous verrez comment ça se passe. Ça se passe tout le temps comme ça. I use aerial photograph sometimes as well, just to get attention. This is a community. Parfois, j'utilise également des photographies aériennes. Ça, c'est une communauté dans le sud de la Thaïlande. C'est une des communautés les plus difficiles avec lesquelles il m'est été donné de travailler. J'ai travaillé pendant 2 ans et je dois dire que mon projet n'est pas encore complètement abouti. Pendant les 6 premiers mois, je me suis contentée de me promener dans la communauté, dire bonjour aux habitants, etc. Les gens se demandaient ce que je faisais, me posaient la question, que faites-vous ici, etc. Et ça fait partie de mon travail. Donc, aller prendre un café, discuter avec les gens, commencer des conversations. Ça m'a pris 6 mois, ce processus. J'ai bu beaucoup de café. Pendant 6 mois, vous imaginez, se balader, prendre le café avec les gens, discuter. Donc, les sponsors, nos parrains, ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais avec cet argent. L'argent qu'on m'avait donné, à quoi je le dépensais, à aller prendre le café avec les gens. Bon, mais effectivement, je me suis baladée donc dans cette communauté pendant 6 mois pour me familiariser, pour apprendre des tas de choses. C'est comme si j'avais découvert un petit pays. C'est vraiment comme un petit pays avec des tas de strates, des tas de classes. Vous avez les pauvres, les très pauvres. Vous avez la classe moyenne pauvre, la classe moyenne plus aisée, la classe aisée, etc. Il y a énormément de strates dans cette population. Donc, au bout de 6 mois, c'est là que j'ai décidé de vraiment travailler dans une communauté avec la base, avec les habitants. Donc, j'ai commencé vraiment à la base. Il faut travailler au plan local, vraiment sur le terrain, avec les communautés qui occupent le terrain. C'est plus difficile, on peut l'imaginer, de travailler de cette façon. Et ce sont des musulmans et des bouddhistes. C'est une communauté mélangée que j'ai trouvée là. Alors, pendant les 6 premiers mois, comme je l'ai dit, je discutais, je prenais le café, etc. Et puis, j'ai commencé à cartographier les communautés, à produire des tas de cartes, de feuilles de route. Pas juste, d'ailleurs, des relevés physiques, mais vraiment des relevés de toutes sortes de choses. Les zones récréatives, des zones de loisirs, zones de jeux, tout ce qui était drainage, irrigation, etc. Bon, ça pouvait être toutes sortes de cartes qui cartographiaient toutes sortes d'activités, pas juste des cartes physiques. Et puis, nous discutions autour de ces relevés.
que j'avais réalisé. Voilà un autre type de modèle que nous reproduisons constamment. Et ça, c'est à une échelle de 1, à échelle réelle. Donc, c'est une maquette à l'échelle réelle qui est ainsi réalisée. Ça fait également partie du processus envisagé parce que, comme vous le savez, je travaille avec l'idée de contraintes, avec de pauvres qui rencontrent des contraintes, des limites de ressources, toutes sortes de limites. Moi-même, j'ai mes propres limites aussi, limites financières, bien sûr. Donc, à chaque fois, il faut travailler avec cette idée de contrainte et donc, il faut aller vers l'efficacité, vers l'utilité. Voilà donc une maquette que nous avons réalisée avec la population locale pour encourager les gens à avoir plus confiance en eux. Nous avons travaillé également grâce à l'aide d'une autre organisation en Thaïlande. Et voilà donc le travail réalisé auprès des populations. Vous pouvez le constater, nous travaillons sur toutes sortes d'activités, nous fabriquons des outils, des relevés, des cartes pour essayer de comprendre. Et c'est ensuite une prise de décision commune et une résolution commune de problèmes lorsqu'ils se posent. Voilà ce que nous faisons également. Je travaille avec les étudiants. Je travaille beaucoup avec les étudiants. Nous avons une sorte de cours d'été. Lorsque ces étudiants sont en vacances, nous travaillons ensemble l'après-midi. On peut faire toutes sortes de choses avec cette communauté, comme vous pouvez le voir, y compris donc ces activités physiques. Voilà ici un autre exemple de notre travail dans les communautés. Parfois, on ne touche même pas les maisons. Cette communauté et moi-même avons simplement construit ensemble cette allée. Et vous voyez que ça a changé du tout au tout. Parce que vous construisez un sentier ou une allée, mais vous construisez aussi la confiance des gens à améliorer, à amender leurs propres conditions de vie. Donc, vous partez d'un trottoir ou vous partez d'une allée et cela leur donne en fait le moyen de d'amender leur milieu de vie et de s'amender eux-mêmes. Et vous voyez que ça a eu des conséquences puisque ensuite, ça les a encouragés à construire par eux-mêmes et à construire autre chose que ces allées. Voilà, une communauté dans le sud, une communauté de bidonville au départ et puis que nous avons réussi à amender, communauté auprès de laquelle je travaillais. Voilà comment nous travaillons avec les étudiants. Nous avons une sorte d'entrepôt avec des tas de matériaux, de déblais, de remblais, etc., et de ressources vernaculaires. Et les étudiants viennent chercher des matériaux, essaient de voir ce qu'ils peuvent utiliser parmi tous ces déblais ou parmi tous ces matériaux qui ressemblent initialement à des choses qu'on jetterait, mais qui peuvent être réutilisés et recyclés. Vous voyez que les enfants participent également à ce travail de la communauté. Alors voilà maintenant un projet qui m'intéresse beaucoup. Ça, c'est un bidonville à Osaka, un habitat précaire à Osaka. Il y avait des photos que mon ami m'avait montrées et j'ai décidé d'y travailler. Et j'étais surprise de voir que c'était exactement comme un bidonville en Thaïlande. Pourtant, il n'y a plus de bidonville de ce type-là, normalement, au Japon. Voilà le premier HLM, peut-on dire, à Osaka, un habitat social. J'étais surprise au moment où j'ai rendu visite à ce site, il y a une dizaine d'années, de constater que bien, ce HLM allait fermer, tout simplement, et même être complètement abandonné pour qu'on puisse en construire un nouveau. Et pourtant, moi, il me semblait que ce bâtiment était en assez bon état, et en tout cas en meilleur état que ce qu'on pourrait trouver, par exemple, dans mon pays. Alors voilà, donc le premier HLM en question à Osaka. Et voilà également des logements sociaux à Osaka, près de la gare ferroviaire d'Osaka cette fois-ci. Et ces logements sociaux me paraissent également en bon état. Voilà maintenant une zone qui est occupée par les sans domicile fixe à Osaka. Voilà un abri qui a été réalisé par un certain nombre d'ONG pour pouvoir abriter donc les sans-abri, les SDF. Voici maintenant un édifice qui se trouve à Hong Kong, également de l'habitat social. Alors ce que j'essaie de faire passer comme message, bon, là, vous voyez par exemple des habitats à Hong Kong. C'est encore à Hong Kong. Vous voyez des immeubles de grande hauteur. On les voit également en Thaïlande. On voit maintenant pousser ce genre d'édifice pour abriter la classe moyenne. Alors moi, je me pose la question de savoir ce qu'on entend par pauvre. Parce que j'ai fait beaucoup d'habitats pour les pauvres, pour les très pauvres. Mais quid de nous-mêmes? Moi, je n'ai pas de maison. Je vis chez ma mère, par exemple. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui ne font que louer un appartement, qui ne possèdent pas leur maison. Donc, j'ai commencé à y réfléchir.
à la classe moyenne et j'ai commencé à travailler sur des projets pilotes, sur des projets dits expérimentaux, en utilisant un petit peu toutes les connaissances que j'avais accumulées en travaillant auprès des plus pauvres. Donc, nous avons commencé à discuter avec la classe moyenne pour savoir où elle désirait s'établir, dans quel type d'habitat et comment on pouvait partager l'espace, comment on pouvait donc arriver à une prise de décision commune sur ces lieux de vie. Et voilà comment nous avons travaillé avec ce processus de conception au départ. Et puis, nous avons construit nous-mêmes ces habitats parce que ça coûte trop cher, sinon, de faire intervenir une entreprise de construction. Donc, nous avons décidé, après la conception, de construire nous-mêmes. Nous avons formé un groupe de constructeurs, d'ouvriers, et nous avons effectivement construit ces édifices, qui coûtent beaucoup moins cher, bien sûr, que le prix du marché. Du coup, ça nous a coûté peut-être la moitié de ce que nous aurions payé sur le marché traditionnel. Et ça, c'est la preuve vivante que c'est possible à partir du moment où il y a ce travail, cette approche participative, ce travail commun de conception et de construction. Et voilà maintenant une maison et ce à quoi elle ressemble. Chacune de ces unités d'habitation a un style bien différent en fonction des goûts, bien entendu, du propriétaire. Et tout cela m'a conduit à penser à la classe moyenne. La classe moyenne, donc pas la classe pauvre. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais dans les pays en développement, comme c'est le cas en Thaïlande, je trouve que la classe moyenne est quand même assez pauvre. Et quand on est pauvre, on vit dans un bidonville, tout va bien, on a accès à des aides, à des financements, des allocations, à des différentes subventions de la part des autorités publiques. Mais quand on est riche, bon, là aussi, il n'y a aucun problème, bien entendu, puisque vous avez les moyens de faire ce que vous voulez. Mais quid de la classe moyenne? Vous vous souvenez de ce projet expérimental des 10 maisons? Eh bien, j'ai l'impression que la classe moyenne, elle est un petit peu coincée entre les deux. Elle n'a trop droit à rien. Et il faut demander un prêt auprès de la banque pour acheter sa maison. Et très souvent, eh bien, les gens de la classe moyenne se voient répondre qu'ils n'ont pas les conditions nécessaires pour obtenir un prêt. Alors, que font-ils? Ils se tournent vers, par exemple, les organismes sociaux, ceux-là même qui donnent des prêts aux pauvres. Et on dit à ces gens-là de la classe moyenne, eh bien, vous n'êtes pas suffisamment pauvres pour avoir droit à ces aides non plus. Donc, vous n'avez pas non plus les critères pour obtenir un financement de la part donc, des organismes sociaux. Vous ne pouvez pas avoir un prêt à des taux bonifiés. Donc, ils se retrouvent sans rien. Alors, pour moi, la classe moyenne, chez nous en tout cas, constitue une sorte de pauvreté informelle. Et il y a très peu de personnes qui voient les choses en ces termes. Alors, au cours des 10 dernières années, j'ai commencé à réfléchir énormément à cette notion de la pauvreté informelle pour creuser plus avant ce concept, pour essayer de voir quel serait le type d'habitat ou type d'activité ou de projet que l'on pourrait développer pour justement les pauvres informels. Il y a très peu de gens qui, je veux dire, comprennent en fait le sens de mon action, mais je finis sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre? J'ai encore combien de temps? Je peux parler encore un petit peu. Très bien. Alors, je veux simplement maintenant conclure par cette question. Qui sont les pauvres? Qui sont les pauvres? Qu'entend-on par pauvreté? Ça fait très très longtemps que je travaille dans ce domaine auprès des pauvres. Depuis quoi? 20 ans. Et j'ai réalisé énormément de projets d'habitat et de logement pour les pauvres. Et c'est là que j'ai constaté que la classe moyenne des pays en développement relevait également de la pauvreté, pouvait être qualifiée vraiment de très très pauvre. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir également, à travailler pour la classe moyenne, pour essayer d'expérimenter, d'explorer aussi pour la classe moyenne certains projets, pour essayer de voir ce qu'on peut faire également pour la classe moyenne. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et j'espère que vous aurez compris mon propos, que vous aurez compris mon message aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.